Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant, quelque chose de profondément ancré dans notre expérience humaine, l'illusion de la possession. Pourquoi est-ce si crucial d'en parler aujourd'hui ? Eh bien, dans un monde où l'accumulation semble souvent dicter notre quotidien, comprendre comment notre conscience essaie, à tort, de figer le temps, c'est littéralement une clé pour se libérer. Voyons donc cette analyse comme un guide didactique. On va plonger ensemble dans les racines de la souffrance existentielle et surtout découvrir comment s'en affranchir. Allez, c'est parti, plongeons directement dans le vif du sujet. Voici les 5 grandes étapes de notre parcours. 1. L'illusion de la possession. 2. La racine de la souffrance. 3. Le pouvoir du détachement interne. 4. La règle d'or. Et enfin, 5. Un nouveau sens vital. On commence tout de suite avec notre première partie. 1. L'illusion de la possession ou cette tentative désespérée de figer le temps. Alors ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est ce concept de chosification. Le diagnostic de base de cette philosophie est assez simple. L'être humain est fait de changements, d'histoire, de liberté. Mais paradoxalement, quand on cherche à posséder, on transforme littéralement l'objet de notre désir en une chose complètement figée. Et l'erreur philosophique la plus grave, c'est quand on applique ce regard à d'autres êtres humains. En le chosifiant, on essaye de leur enlever leur volonté propre, leur liberté. C'est en fait une illusion totale, une tentative de rendre statique quelque chose qui est, par nature, incroyablement vivant et éphémère. Du coup, on arrive à cette opposition classique, mais tellement fondamentale, entre l'avoir et l'être. Notre esprit nous joue très souvent des tours en nous faisant croire que la vraie sécurité se trouve dans la rétention. C'est cette idée fausse que plus on accumule, plus on existe. Un peu comme si amasser des biens matériels ou un statut pouvait dresser un bouclier magique contre le temps qui passe. Or, ce désir d'avoir, il naît d'une peur viscérale de perdre. Et cette course frénétique à l'accumulation étouffe complètement notre vie intérieure, alors que la véritable existence devrait plutôt s'enraciner dans la liberté, le mouvement et l'expansion de l'esprit. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième section. 2. La racine de la souffrance et le déplacement du centre. Comment l'esprit réagit-il vraiment à la possession ? Loin d'apporter la paix ou la tranquillité espérée, posséder crée en fait un poids psychologique énorme. Pensons un instant à l'anxiété, au stress constant, à la charge mentale qu'il faut pour protéger un patrimoine, une position sociale ou même une relation. Se considérer comme le propriétaire définitif de quoi que ce soit dans un monde qui change en permanence, c'est vraiment une source inépuisable de crispation et d'inquiétude. Donc, le point crucial à retenir ici, c'est que la violence inhérente à la possession se manifeste différemment selon la cible. Si la cible, c'est un objet, le résultat psychologique, c'est une angoisse permanente liée à la peur de son voir dépossédé. Mais attention, si la cible est une personne, ça se traduit par une violence directe exercée contre l'autonomie de cet individu, que ce soit par la jalousie ou le contrôle. Bref, dans les deux cas, la notion même de propriété engendre la peur et détruit la liberté. Le lien se transforme littéralement en chaîne. Et cette dynamique de peur entraîne un phénomène vraiment critique, le déplacement du centre. En gros, quand la vie tout entière gravite autour de l'idée de possession, on perd son propre centre de gravité. L'attention est sans arrêt projetée vers l'extérieur pour surveiller ce qu'on a acquis. On devient ainsi profondément aliéné, littéralement pris en otage par des conditions extérieures qu'on ne peut absolument pas contrôler. Perdre ce centre intérieur, c'est confier les clés de sa sérénité aux caprices du monde, et c'est exactement ça qui nourrit une souffrance chronique. Mais heureusement, il existe une solution. Passons à notre troisième partie, 3. Le pouvoir du détachement interne. Une véritable libération et non la pauvreté. Il faut être super clair là-dessus. On ne parle pas du tout de faire l'apologie de la précarité ou de se forcer à manquer de tout. Pas du tout. Le concept de détachement interne, ce n'est pas se priver des nécessités de la vie quotidienne. C'est plutôt transformer de façon consciente notre relation intime avec le monde matériel. L'enjeu est puissant. Il s'agit, tout simplement, de refuser d'être possédé par ses propres possessions. C'est un changement de perspective totalement libérateur. Pour instaurer cette clarté mentale, il faut faire la part des choses. D'un côté, il y a les nécessités de base, ce dont le corps humain a réellement besoin pour vivre et fonctionner. Et de l'autre, il y a les désirs compensatoires. Et ça, ce sont souvent des tentatives illusoires de notre esprit pour remplir un grand vide existentiel. Acheter le dernier gadget technologique de manière compulsive, juste pour apaiser une angoisse ou flatter son ego, par exemple. Faire cette distinction au fond de soi, c'est vraiment la clé de voûte de l'équilibre. Ce qui nous amène à la pratique, avec notre 4e section, 4, la règle d'or, le fameux antidote dans les relations humaines.
Et ça illustre brillamment un principe universel, la fameuse règle d'or, traiter les autres comme on voudrait être traité. C'est la base absolue des relations saines. Quand on reconnaît activement les autres comme des égaux avec leurs propres intentions et leur liberté totale, eh bien l'envie de les contrôler disparaît d'un seul coup. La volonté de dominer et de chosifier s'efface tout naturellement. Place à une solidarité authentique et à une communication libérée de toute cette violence relationnelle dont on parlait. Et enfin, nous voici à notre 5e et dernière partie. 5. Un nouveau sens vital, axé sur le fait de donner plutôt que de retenir. Il y a un contraste vraiment saisissant ici entre deux manières de vivre. D'un côté, le fait de retenir, qui fige la conscience et la maintient dans la peur, la méfiance, la fermeture. Et de l'autre, l'action de donner, que ce soit de partager son temps, son affection ou son savoir. Le don, c'est incroyablement fluide, c'est dynamique, c'est littéralement l'antidote direct pour détruire cet état d'esprit possessif. Ça permet d'arrêter de se focaliser sur l'accumulation, pour enfin s'élever vers un but beaucoup plus grand. Alors, avançons un peu pour voir comment tout ça se construit. C'est comme une véritable graduation de l'esprit, où l'unité triomphe enfin sur la violence. On part de l'étape 1, une conscience fermée, recroquevillée sur elle-même, par peur, obnubilée par une fausse sécurité matérielle. Et on évolue vers le soulagement immense de l'étape 2, une conscience ouverte, lumineuse, généreuse, qui arrive enfin à se reconnaître dans autrui. Dans cet espace, la lourdeur de la possession s'évapore complètement pour laisser place à une vraie légèreté. Pour terminer, voici une réflexion profonde pour clôturer cette analyse. Que se passerait-il si toute cette immense énergie qu'on dépense à retenir, contrôler et accumuler était soudainement investie dans l'action de donner ? C'est vertigineux quand on y pense. En déplaçant notre énergie de l'avoir vers l'être, non seulement on trouve un véritable apaisement, mais on coupe littéralement la racine même de la souffrance existentielle. De quoi repenser totalement notre façon d'interagir avec le monde, n'est-ce pas ?